Bonjour, bienvenue, merci d'être là, d'avoir bravé le froid et merci au maire de Moqueur de nous donner l'occasion de présenter puis de discuter le bouquin. Donc, je me présente Julien Talpin qui a coordonné avec Julien Aumiel et Franck Frégosi ce travail collectif. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais présenter en une grosse dizaine de minutes le cadre un peu général du livre et les questions qu'on s'est posées et puis quels enseignements on en tire. Et après j'ai la chance d'être entouré par deux des auteurs du livre, Alexandre Piètre et Éric Marlière qui se présenteront tout à l'heure et puis qui présenteront leur chapitre dans le bouquin, ce qui permettra d'avoir aussi un peu plus de matière, de cas concrets. Moi je vais être un peu sur le cadre général et eux présenteront un peu plus leur terrain et les enseignements qu'ils en tirent. Alors d'abord peut-être un mot pour dire d'où moi je parle et vous donner un peu quelques éléments sur la genèse du bouquin. D'où je parle car moi je ne suis pas islamologue, je ne suis pas spécialiste de l'islam. Un certain nombre et un bon nombre en fait des auteurs dans le bouquin le sont. Moi je travaille en fait plus largement sur la question de l'engagement dans les quartiers populaires. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que cette question de l'islam et de la place de la religion dans les mobilisations des quartiers, c'est un peu imposé à moi, dans la mesure où dans le cadre des enquêtes que je menais, et moi je mène notamment une enquête ethnographique en fait dans la ville de Roubaix, dans le nord, près de Lille, depuis 2011. Et donc dans le cadre de ce terrain-là et d'autres enquêtes que j'ai pu faire, au fond la place des acteurs musulmans est essentielle et donc je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Au fond, travailler sur la politisation et le rapport aux politiques dans les quartiers populaires aujourd'hui, sans aborder le rôle de l'islam, me semble compliqué et passer d'une certaine façon à côté d'un phénomène important qu'on a essayé de relater dans le bouquin. Et donc moi, cette question, et je vous rassure, je ne vais pas parler trop longtemps de moi, mais c'est juste pour retracer la genèse du livre, cette question de l'islam dans les quartiers, moi je m'y suis intéressé à la fois en travaillant sur je dirais l'expérience ordinaire de l'islamophobie que rencontrent les gens perçus comme musulmans et que moi je recueille notamment dans les entretiens que je peux faire avec des habitants de quartier et qui est quelque chose qui est tout à fait central dans le discours que je peux recueillir, à la fois donc sur cette expérience ordinaire de l'islamophobie et également via le suivi, l'observation, l'accompagnement que je peux faire auprès d'associations qui se mobilisent pour défendre la place de l'islam dans la société française ou lutter contre les discriminations qui touchent notamment, pas uniquement, mais aussi les musulmans. Par ailleurs, autre élément un peu de contextualisation, on a aussi travaillé avec Julien Aumiel, qui aurait dû être là ce soir, mais qui pour des raisons personnelles ne peut pas être là, mais qui est un des autres coordinateurs du bouquin, qu'on peut faire tourner d'ailleurs si vous voulez. On avait travaillé en fait en 2011-2012 avec Julien en fait sur un processus participatif, parce que nous on a pas mal travaillé sur la démocratie participative en Italie, autour d'un projet de construction d'une grande mosquée à Florence en fait. Et vu qu'on avait travaillé tous les deux sur la démocratie participative en Italie et à Florence, il y avait ce projet qui se lançait et l'idée c'était un peu de faire dialoguer les acteurs des associations musulmanes et les riverains du projet potentiel de mosquée dans le cadre d'un grand projet participatif pour accroître l'acceptabilité sociale au fond de cette grande mosquée qui aurait pu sinon être l'objet de controverses. Je vous en dis pas plus, on pourra revenir si ça vous intéresse, parce que c'est pas au cœur de nos histoires ici, puisque le livre porte principalement sur la France et sur les quartiers populaires français. Mais je vous dis tout ça parce que ça explique aussi un des partis pris du livre, qui est discutable, on pourra d'ailleurs en discuter, qui est de traiter l'islam non dans sa dimension spirituelle ou théologique, mais comme un acte et un fait social. Au fond comme générateur d'un ensemble de pratiques sociales et pour ce qui nous intéresse ici, comme influençant le rapport aux politiques et à l'engagement dans les quartiers populaires. Et donc c'est à partir de ça qu'on a décidé d'organiser avec Julien un panel en fait au congrès de l'Association française de sciences politiques en 2013 dont sont issues une bonne partie des contributions à cet ouvrage collectif. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pour vous donner quelques éléments sur les questions qui nous intéressaient dans le livre, au fond le grand questionnement c'est dans quelle mesure l'islam peut constituer une ressource pour s'engager collectivement, civiquement, politiquement dans les quartiers populaires. En effet, on sait que, et on pourra y revenir aussi, que l'islam constitue
pour un certain nombre d'habitants des quartiers ce qu'on peut appeler une ressource morale, au fond une réponse face à la stigmatisation et à l'exclusion que peuvent connaître les habitants des quartiers, et que face à la précarité ou aux discriminations, l'islam vient donner du sens, vient éventuellement apaiser, etc. Ce que montre d'ailleurs très bien Julien Boger dans son chapitre du bouquin. Et du coup, la question, c'est est-ce que cette ressource morale, personnelle, peut être convertie en ressource politique ? Est-ce que le fait que la pratique religieuse apaise, donne du sens aussi pour les individus, leur permette de construire une identité positive, peut être un vecteur d'engagement, d'action collective, de mobilisation, ou à l'inverse, constitue plutôt un vecteur de repli sur des enjeux théologiques, personnels, etc. Pour le dire très simplement, est-ce que l'islam peut être un vecteur de paix sociale, ou à l'inverse d'engagement, voire de rébellion des habitants des quartiers populaires ? Alors il nous semblait que cette question était d'autant plus pertinente que dans l'histoire, la religion a joué un rôle important dans la politisation des classes populaires. Juste deux exemples. Si on prend par exemple les mouvements d'éducation populaire, en particulier catholique, par exemple la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui va bientôt fêter ses 90 ans, elle a joué un rôle assez essentiel dans la politisation et même la formation de la conscience de classe d'une partie des ouvriers au XXe siècle. Moi qui suis dans le Nord par exemple, c'est tout à fait central. Bon, on peut noter au passage d'ailleurs que ce type d'investissement public et politique du religieux ne suscitait pas les mêmes controverses qu'aujourd'hui avec l'islam. Et donc religion comme support d'engagement et de politisation de la classe ouvrière. Si on sort du cadre français, autre exemple, aux États-Unis, les mobilisations des minorités raciales sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé par ailleurs se sont aussi beaucoup appuyées sur les institutions religieuses. On pense notamment au rôle des églises protestantes, par exemple, dans le mouvement des droits civiques, bien illustré par la figure du pasteur Martin Luther King, par exemple. D'où la question, qu'en est-il de l'islam en France aujourd'hui ? Alors la réponse, évidemment, on est pour la plupart d'entre nous sociologues, c'est que c'est compliqué et qu'il n'y a pas une réponse unilatérale, mais que globalement, moi je dirais, on verra si mes collègues sont d'accord, que globalement, la pratique religieuse ne débouche que marginalement ou rarement sur de l'engagement collectif. Au fond, moi je dirais que, et pareil, on pourra en discuter, que les musulmans veulent surtout qu'on les laisse tranquilles, qu'ils pratiquent leur foi paisiblement et ne sont pas forcément prêts à se mobiliser contre les discriminations et les stigmatisations dont ils font l'objet. On peut le voir par exemple, et peut-être que Alexandre y reviendra, avec le rôle des mosquées par exemple, qui ne sont que rarement en fait dans une logique d'action collective et qui poussent rarement en fait leurs fidèles à s'engager collectivement ou politiquement pour lutter contre l'islamophobie, alors que théoriquement on pourrait jouer un rôle essentiel de ce point de vue-là. J'ai évoqué le cas des églises protestantes dans le mouvement des droits civiques, mais si on veut prendre un exemple français, on sait par exemple que les églises catholiques ont joué un rôle central dans la mobilisation contre le mariage pour tous en 2013. Donc il est possible que les institutions religieuses servent de support à l'engagement. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas majoritairement, parce qu'il faut avoir des nuances ici, des mosquées, ce qui est lié à plein de facteurs qu'on essaye d'évoquer dans le bouquin et notamment dans l'introduction, notamment lié au fait que au fond, la mobilisation et l'action collective des musulmans pourrait venir redoubler la stigmatisation et que, c'est moi ce que je recueille dans pas mal d'entretiens que je peux conduire, qu'il vaut peut-être mieux ne pas faire trop de vagues en fait. Ce qui n'est pas tout à fait irrationnel au regard des formes de disqualification que peuvent subir les acteurs collectifs, les associations qui se mobilisent contre l'islamophobie ou au nom de l'islam. Et donc du fait que l'engagement, alors après du coup, la question c'est de quel engagement on parle, on pourra y revenir aussi, mais l'engagement contre l'islamophobie ou au nom de l'islam est très coûteux en termes de réputation, notamment pour les acteurs, mais au-delà des aspects symboliques. S'engager sur ces questions-là, ça peut aussi vouloir dire perdre son travail, ou ne pas réussir à en trouver, ou moi j'ai un certain nombre de militants que je suis dans le Nord, et qui payent très cher en fait leur investissement aussi au nom de l'islam. Et donc ce coût de l'investissement collectif explique les difficultés de l'action collective autour de ces questions. Alors malgré
tout ce que je viens de dire, qui est un peu le cadre général, il y a néanmoins des mobilisations, un travail associatif pérenne qui est réalisé par des acteurs qui se définissent comme musulmans, qui agissent au moins en partie au nom de leur foi. Et donc, une bonne partie du livre est consacrée à ça, en fait, à cette question-là. C'est qu'est-ce qui fait que malgré ces conditions défavorables, il y a quand même des gens qui se mobilisent selon des modalités très différentes, qui peuvent être des formes d'action sociale. Il y a beaucoup d'associations qui s'investissent notamment sur des questions de soutien scolaire ou d'aide aux devoirs, la réussite éducative étant un truc qui est hyper valorisé par les parents des quartiers populaires. Des associations, y compris qui peuvent s'afficher comme musulmanes, jouent ce rôle-là. Des associations aussi qui font un travail de solidarité. Il y en a pas mal que je suis, moi, dans le Nord, qui bossent aussi, par exemple, avec des migrants. On n'est pas très loin de Calais. Des associations qui font un travail d'éducation populaire. Et d'autres qui font un travail plus directement de lutte contre les discriminations ou pour l'égalité, et notamment en direction des musulmans. Un dernier mot, parce que je ne voudrais pas être trop long, c'est sur quel type de revendications portent les acteurs musulmans quand ils investissent l'espace public. Et là, un point sur lequel on insiste, notamment dans l'intro du bouquin, et dont on pourra peut-être discuter, c'est que contrairement à une croyance répandue, la très grande majorité de ces mobilisations ne demandent pas des droits spécifiques, des entorses au fond aux règles républicaines communes, mais à l'inverse ne demandent que l'égalité des droits et l'égalité de traitement pour les musulmans. Et je crois que c'est important de le rappeler au regard de, justement, j'évoquais ces disqualifications à l'instant, la façon dont on traite ces mobilisations quand elles investissent l'espace public, qui sont en règle générale qualifiées de revendications identitaires, communautaires, communautaristes. Je vous renvoie aux travaux de, je sais rien, Elisabeth Badinter, Caroline Fourest. Je lis toute cette littérature. Il y a un bouquin, par exemple, qui est sorti il y a quelques mois par les gens qui avaient fait déjà les territoires perdus de la République, qui s'appelle La France soumise. Donc le titre en dit long, hein, et qui, il y a le cadre de la revendication identitaire est très fortement avancé. Laurent Bouvet est évidemment un des intellectuels, un des initiateurs du printemps républicain qui joue un rôle important de ce point de vue-là, et qui, un peu contre toute évidence empirique, qualifie ces revendications de communautaires, d'identitaires, etc., sans véritablement mener de travail sérieux pour regarder au fond quelles sont les revendications et quelles sont les justifications de ces mobilisations au départ par les premiers concernés. Et donc un des enjeux pour nous du livre, et c'est je pense une tâche aussi importante des sciences sociales, c'est un peu de refroidir le débat face aux paniques identitaires, face à la panique morale qui entoure les questions d'islam aujourd'hui en France, et de regarder au fond assez concrètement. Et là, je donne des éléments que très rapides, il faudra peut-être rentrer dans la nuance, mais refroidir le débat pour essayer de regarder ça beaucoup plus sereinement. Toujours est-il que bien souvent, ces mobilisations de musulmans dans l'espace public sont des musulmans aussi réactifs ou défensifs. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, souvent, au fond, un certain nombre d'acteurs me disent, au fond, on n'aimerait pas forcément à se mobiliser, mais les controverses qu'on nous impose nous imposent également de réagir. On peut prendre simplement l'exemple du burkini, par exemple, l'année dernière, qui est une polémique qui a été créée par un certain nombre d'acteurs publics, d'élus en particulier, qui a conduit derrière des acteurs comme le CCIF, par exemple, le collectif contre l'islamophobie en France, à se mobiliser et à déposer un recours, et qui a au final gagné, puisque ces arrêtés ont été suspendus. Et donc un des éléments, il y a un des indicateurs qui montre bien que cette revendication d'égalité et première est tout à fait centrale, c'est qu'en termes de répertoire d'action, en termes de type d'action et d'outils qu'utilisent ces acteurs quand ils se mobilisent, le recours au droit est tout à fait central. Et donc on va s'appuyer sur des avocats et on va simplement faire des rappels à la loi. J'évoquais le cas du burkini. Il y a eu une affaire récemment, il y a quelques mois, sur la question de menus
végétariens dans des cantines à Chalon-sur-Saône, je crois. Le maire avait cassé une décision d'avoir des repas végétariens. Il y a eu une plainte en justice par une organisation musulmane qui a cassé cette décision du maire. On pourrait évoquer également, il y a un chapitre dans le bouquin là-dessus par Ouda Hassal, l'accompagnement des sorties scolaires par des mères voilées suite à la circulaire Châtel. Il y a eu des mobilisations également juridiques qui ont permis au fond de revenir sur ces formes de discrimination institutionnelle. Et donc, voilà, c'est un élément qu'on tenait à rappeler dans l'intro du bouquin, c'est que contrairement à ce qui est souvent véhiculé dans l'espace public et dans les médias sur ces questions-là, ces mobilisations demandent d'abord et avant tout le respect du droit et l'égalité de traitement pour les musulmans. Voilà donc sur ce cadrage un peu général, et du coup je passe la parole à mes camarades. Je ne sais pas qui veut enchaîner. Alors j'enchaîne. Alors moi donc je suis Alexandre Piètre, je suis membre du groupe Société, Religion, Laïcité à l'École pratique des hautes études. Donc un des seuls laboratoires, grands laboratoires de sociologie des religions en France. Donc je suis un spécialiste, disons, de la question de l'islam et des quartiers populaires en particulier, en fait. Donc, et dans le livre, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle le Community Organizing, point d'interrogation, le rôle du renouveau islamique dans la transformation de l'espace social d'une banlieue parisienne sur, je retrace l'histoire, disons, sur une vingtaine d'années des collectifs musulmans dans cette commune du sud de la banlieue parisienne. Sur cette commune, il y a ce qu'on pourrait appeler une mobilisation improbable à partir d'une des 3 mosquées sur la ville qui s'est notamment qui a contribué fortement à la victoire du Parti communiste, ou du Front de gauche, ce qui n'était déjà plus, c'est le Parti communiste, aux élections municipales en 2014, dans un contexte très défavorable, puisqu'il s'agit de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, en fait, la seule commune en région parisienne, une des seules communes de France où en 2014, aux élections municipales de 2014, il y a eu une alliance entre une liste de droite et une liste FN qui, sur le papier, arithmétiquement, devait largement l'emporter au second tour. Et la mobilisation, qui n'était pas une mobilisation ponctuelle, puisque il y a tout un travail de mobilisation qui s'est fait auparavant. Mais cette mobilisation électorale, là, pour le coup, a permis à la liste de Front de gauche de l'emporter d'un cheveu aux élections municipales, et donc d'écarter le danger d'une municipalité de droite extrême, disons. C'était une alliance divers droite, en fait, et Front National, et non pas une alliance entre ce qui était encore l'UMP, je crois, à l'époque, et le Front National. Enfin, bref. Pardon. Alors, pour retracer un petit peu l'histoire, donc, le contexte aussi, c'est celui d'une commune de banlieue rouge, ancienne commune de banlieue rouge, que le Parti communiste avait perdu tôt, en 1983. Et donc, le Parti communiste a repris la ville en 2008, déjà avec l'aide de ses acteurs. Et avec l'aide de ces acteurs, donc, je précise que donc là, en 2014, ils ont des élus. Ils ont des élus sur la liste du Parti communiste, mais qui ont un agenda, qui essaient de cultiver un agenda propre, particulier, au sein de la majorité municipale. Alors, donc,
si on resitue, la première mosquée qui a été ouverte dans cette commune, c'est une mosquée qui a été ouverte donc comme très souvent les premières mosquées, elles ont été ouvertes par quelqu'un qui s'est fortement investi, un espèce de père fondateur de la mosquée. Là, il s'agissait d'un retraité qui avait un retraité algérien qui était le patron d'une auto-école et qui, au moment de la retraite, a investi pour acheter une ancienne fabrique et la transformer en mosquée. Et elle s'est affiliée elle s'est affiliée, originaire d'Algérie, il s'est tourné vers la mosquée de Paris pour pouvoir faire fonctionner sa mosquée. Donc ça a été longtemps la plus grande mosquée du secteur, hein. Avant celle de la grande mosquée de Créteil soit construite, c'était la plus grande mosquée du secteur. Et alors là, dans ce cadre, ce type de fondation, de mosquée, avant tout sur une initiative individuelle, n'est pas du tout propice à l'engagement. Pas du tout, puisque là, l'association qui gère cette mosquée, c'est quelques personnes autour de ce fondateur et pour simplement rendre un service grâce à un imam payé par l'Algérie aux musulmans du coin. Donc impossible là ici de trouver quelque chose de favorable à la mobilisation ayant l'islam pour support. Mais précisément, c'est aussi parce qu'il n'y avait aucun espace dans cette mosquée, aucune possibilité de pouvoir porter des projets, ne serait-ce que par exemple des projets de soutien scolaire, des projets d'action sociale ou culturelle, que certains acteurs, alors il faut ajouter à cela aussi les enjeux liés aux origines, hein, le fait que ce soit une mosquée tenue par l'Algérie, les Marocains ou les Tunisiens peuvent se sentir pas véritablement chez eux dans cette mosquée. Donc il y a tous ces facteurs font qu'il y a eu très rapidement, après la création de cette grande mosquée, il y a eu une autre mosquée un peu plus petite qui s'est construite en 1996. Et celle-là, elle s'est tout de suite démarquée en prenant en ayant un projet d'ouverture sur la commune, et notamment donc avec le tissu associatif et aussi les autres acteurs religieux, notamment catholiques, et protestants, puisqu'on est dans un secteur où le catholicisme social, le christianisme social est fortement implanté, et donc c'est des acteurs qui ont voulu prendre langue avec ces autres acteurs religieux. Et donc voilà, en 1996, une nouvelle mosquée se crée avec un projet qui lui implique alors pour le coup c'est un collectif qui ne cherchait absolument pas à s'affilier à une organisation fêtière permettant d'avoir des ressources pour faire fonctionner la mosquée. Une organisation fêtière, c'est-à-dire les grandes fédérations musulmanes, hein, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, l'Union des organisations islamiques de France, voilà, ou le Rassemblement des musulmans de France, l'Union des mosquées de France, là, qui sont plutôt liées au Maroc. Bon. Et c'est ce type aller s'affilier à une organisation fêtière, c'est tout bénef en quelque sorte, puisque vous avez des aides souvent qui viennent des pays d'origine directement pour faire fonctionner la mosquée, et vous avez également, c'est une façon aussi de se légitimer auprès des pouvoirs publics, hein. Et donc, ça c'est quand même un fait tout à fait notable, je dis ça au passage, c'est que la majorité en fait des mosquées qui ont été ouvertes depuis la fin des années 90, début des années 2000, ne sont pas affiliés à des organisations fêtières. Ça, c'est un point très important. C'est que les musulmans, quand ils s'organisent collectivement, quand il n'y a pas, c'est pas juste un père fondateur qui s'est investi pour qu'il y ait une mosquée qui soit créée, eh bien, ils tiennent à leur indépendance. Ils veulent et ils comptent beaucoup plus.
les seules ressources de légitimation possibles, c'est celles que peuvent leur apporter finalement l'environnement social et institutionnel, et notamment les pouvoirs publics locaux. Donc, donc très rapidement, ces acteurs ont essayé aussi de s'investir, y compris politiquement, dans l'action politique locale. Et donc ils ont tissé comme ça des liens avec les acteurs politiques locaux, qui leur a permis dès 2008 d'avoir déjà un des leurs parmi les élus de la majorité municipale qui a été élu en 2008, donc emmené par le Parti communiste. Alors, mais cela dit, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Cet investissement, disons, du lieu de l'islam alors, les acteurs de cette mosquée qui se sont investis politiquement, finalement, essayaient de ne mettent pas. Essayent de. Alors, c'est depuis la mosquée qu'ils se sont organisés, etc. Mais ils ne mettent pas tant que ça en avant l'islam. Hein. Il s'agit avant tout de lutter pour la justice sociale, etc. Mais bien que les questions de discrimination soient un enjeu évidemment important pour elles. Mais en tout cas, publiquement, par exemple, dans la dernières élections 2014, le principal animateur, qui est par ailleurs secrétaire général de l'association, et qui a été longtemps le recteur de cette seconde mosquée, et qui est maintenant le secrétaire général de l'association qui gère cette mosquée, ne s'est pas présenté en disant qu'il était le secrétaire général de la mosquée. Mais c'était juste marqué militant associatif. Vous voyez militant ou responsable d'une association culturelle, mais pas cultuelle, parce qu'en plus il s'agit d'une association cultuelle pour le coup, la loi 1905 et non pas loi 1900. Voilà, et par ailleurs, le fait qu'il s'engage politiquement ne rencontrait pas non plus l'assentiment de tous les acteurs musulmans. Et il y a une troisième mosquée qui s'est créée. Alors, je précise que ces trois mosquées sont vraiment situées au même endroit, dans le même quartier, à 800 mètres, dans un diamètre de 800 mètres l'une de l'autre. Donc elles sont très voisines, tous les acteurs se connaissent. Mosquée, disons que la première, pour moi ça n'a pas beaucoup véritablement de sens cette distinction, parce que bon, à partir du moment où il y a un imam khatib, c'est-à-dire qui fait la khutba, le sermon du vendredi, il y a véritablement une mosquée. Et d'ailleurs, je dis trois mosquées, mais il y a une quatrième, mais là, pour le coup, qui n'est qu'une salle de prière, précisément parce qu'ils ne font pas la Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi. D'accord ? Là, les fidèles vont ailleurs, là où il y a un sermon. D'accord ? Donc ces trois mosquées, je dis trois mosquées, c'est d'ailleurs comme ça qu'elles s'appellent elles-mêmes. Hein, elles s'appellent mosquées. Voilà. Mais aucune n'est par contre architecturalement une mosquée. Hein. Voilà. Et donc vous avez une troisième mosquée qui s'est créée, qui elle, plus tard, hein, dans les années 2000, qui elle ne cherchait vraiment à éviter au contraire toute forme de politisation et à être centrée sur le culte, mais par contre il s'agit là aussi, à la différence de la première, d'un collectif qui s'est créé et qui n'a pas véritablement cherché à rejoindre, à s'affilier à une organisation fêtière un peu au début, mais voilà. Donc voilà, ces acteurs donc évoluent dans un marche sur des œufs en quelque sorte, puisqu'ils ne sont pas véritablement fortement soutenus par les fidèles musulmans, même s'ils parviennent à en mobiliser significativement
un certain nombre, y compris sur des luttes précises, mais on ne peut pas dire que l'ensemble des fidèles musulmans de la ville soit partie prenante des mobilisations qu'ils animent. Cela dit, ils ont fait quand même un gros travail d'inscription sur les listes électorales qui a payé en 2008. Parce que là, même ceux qui n'étaient pas politisés, d'accord, ceux qui n'étaient pas politisés, disons, du lieu de l'islam, se sont mobilisés à ce moment-là pour éviter voilà, il a fallu qu'il fallait bien qu'ils s'inscrivent avant. Et là, ils avaient fait quand même tout ce travail patient d'inscription des gens sur les listes électorales. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, mais tout ça, la difficulté, c'est que justement, ils ne veulent pas apparaître, surtout pas être disqualifiés comme communautaristes et être perçus comme tels, alors qu'ils ont des revendications aussi qui sont c'est là où je sais pas que je suis en désaccord, je suis complètement d'accord, mais qu'il y a aussi quand même un enjeu qui n'est pas simplement respecter l'égalité des droits, c'est aussi faire en sorte de reconnaître aussi la pluralité bien sûr la pluralité la pluralité culturelle et religieuse, et au-delà de ça aussi, y compris la pluralité en termes de pratiques politiques. Les questions relatives à la Palestine, les questions relatives à l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie, et aussi à la reconnaissance de pratiques culturelles spécifiques sur le territoire, fait que, par exemple, un de leurs grands combats, c'est la végétarisation des cantines scolaires, qui est perçue, qui, alors pour le coup, rencontre l'hostilité totale de leurs partenaires dans la majorité municipale, qui voient ce projet cette revendication de végétarisation de cantines comme non seulement une agression sur on ne va pas éduquer les enfants au goût, etc. Donc ça fait partie des arguments qui sont utilisés, mais surtout qui voient ça immédiatement comme étant une revendication communautariste dangereuse. Alors que ces acteurs, au contraire, essaient de mobiliser sur un des enjeux. On n'en faut pas justement une question religieuse. Ils ne réclament pas le halal à la cantine. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils constatent qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas de viande à la cantine et qui donc ont des repas déséquilibrés. Substituer simplement du bœuf quand il y a du porc, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et en plus, ça fait qu'on est obligé de se déclarer comme musulman ou comme juif pour pouvoir bénéficier de ces repas de substitution. Et eux, ce qu'ils disent, mais non, la laïcité, elle ne doit pas reposer sur nos épaules, elle doit être dans l'assiette. Voilà. Et donc, et du coup, ils essayent de porter cette revendication également avec les juifs qui sont présents sur la commune. Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat, toujours, vu qu'ils ils portent aussi la question de la Palestine, et du coup c'est compliqué avec les juifs. Par contre, c'est beaucoup plus, ils ont réussi à avoir des liens avec on est dans le cadre d'une commune avec énormément de primo-arrivants, etc. Donc il y a aussi des bouddhistes dans la commune, et il y a des végétariens, et notamment ils ont des liens avec l'hôpital qui est dans le coin, avec des diététiciens qui viennent leur faire des conférences, etc. Donc voilà. Et par ailleurs, il y a tout un réseau associatif musulman qui mobilise là aussi pour porter, disons, des enjeux, pour en faire aussi un enjeu écologique. Donc un enjeu pour respecter véritablement la laïcité, et pour porter l'enjeu aussi, un enjeu écologique. Donc et là on retrouve des choses qu'on retrouve dans d'autres mouvements religieux, c'est-à-dire tout le mouvement de l'écologie intérieure,
Donc les enjeux écologiques ne pourront être portés que si on arrive à se transformer soi-même et de façon à avoir une éthique au quotidien qui puisse respecter l'environnement et puis qui puisse faire qu'on puisse manger sain, etc. Voilà. Donc c'est ce type de revendications qu'ils portent et qu'ils essayent de faire porter. Enfin, ils y croient. Ils pensent qu'ils peuvent y arriver. En revanche, porter cette revendication les expose à une possible disqualification du type vous êtes communautariste, etc. Et il y a eu des formes de pression sur les acteurs qui portaient cette revendication au conseil municipal, en les menaçant par exemple ceux qui avaient une association qui bénéficiait de subventions, on les a menacés de supprimer les subventions parce qu'ils portaient cette revendication. Ce genre de choses, hein, on parle fort bien par ailleurs de la répression à bas bruit des mobilisations dans les quartiers populaires, on est en plein dedans. Voilà, alors pour la petite histoire, c'est pas dans le bouquin parce que c'est après, mais là depuis les élections présidentielles, ils essaient de se rapprocher de ceux qui sont proches de la France insoumise et donc de constituer, le projet c'est de constituer un groupe France insoumise à côté de celui du Parti communiste dont il ferait partie. Voilà. Donc voilà, la France insoumise suscite d'une certaine façon des espoirs chez les acteurs musulmans. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui le post Facebook de Youssef Boussouma qui est très intéressant à ce propos-là. La France insoumise suscite des espoirs de possibilité d'alliance. Alors c'est très très compliqué évidemment, hein, puisque le discours de républicain de Mélenchon, a priori, ne cadre pas très bien avec les formes de mobilisation et de revendications que ces acteurs portent. Voilà, j'ai été un peu long. Bon, merci Alexandre. On va passer à Eric. Alors je me rends compte qu'on est quand même très masculin donc comme vous le constaterez dans le bouquin, il y a quand même il y a aussi des filles, même si on est aussi déséquilibré dans le bouquin. Il se trouve que les deux auteurs avec un E sont pour l'une au Canada et l'autre en Belgique, ce qui rendait leur présence ce soir un peu plus compliquée. Donc, et on peut noter aussi qu'il y avait on est beaucoup de blancs à avoir écrit. Tout à fait. Mais que une des ce qui reflète ce qu'est l'université française. Absolument. Une des chercheuses qui a contribué. Ce qu'est l'université française, qui est il n'y a pas beaucoup de statistiques de ce point de vue-là, mais l'université est à la fois blanche et à mon avis assez peu musulmane. Mais c'est un autre débat. Je passe sur ces mots la parole à Eric qui va nous parler de toute autre chose. Oui, je ne vais pas être très très long. Moi, je suis Eric Marlière. Je travaille depuis quelques années maintenant sur la question des jeunes des quartiers populaires. Et donc là, j'avais l'opportunité sur le terrain de faire un récit de vie d'un musulman dit salafi. Alors ce musulman, parce que je pense que parfois dans beaucoup d'enquêtes sociologiques, on n'explique pas trop les obstacles sociaux. Moi, je le connais personnellement depuis 30 ans parce qu'on a été au collège ensemble. Et donc j'avais gardé plus ou moins des contacts aussi avec cette personne qui a beaucoup voyagé entre-temps, bien entendu. Et donc j'avais depuis 2013-2014, j'avais envie de travailler un peu parce que la grande mosquée de Gennevilliers, parce que je travaille sur Gennevilliers, donc en partie. Et donc la grande mosquée de Gennevilliers s'étant achevée en 2012, donc je l'avais retrouvé un peu par hasard, non, parce que je faisais un petit peu de terrain, mais je lui ai proposé, pourquoi pas, de faire un récit de vie d'un personnage que j'estime assez intéressant, alors qui n'est pas du tout, alors c'est toujours le problème du récit de vie, c'est-à-dire qu'on travaille sur une personne en particulier, on essaye d'en dégager des éléments à la fois substantiels, spécifiques, et parfois on essaye de monter en généralité. Bon, il se trouve que là, ce jeune en question a lui-même un bac plus 5, c'est-à-dire il a eu un master 2 à Paris Descartes en chimie en 96 ou 97. Alors ça ne l'a pas beaucoup aidé parce que suite aux attentats de 95, il a été incarcéré par le juge Bruguer. Alors c'était pas forcément lui, c'était son frère qui a un an de plus, qui côtoyait des gens pas toujours fréquentables. Et son diplôme en chimie lui a un petit peu été reproché dans la mesure où
la chimie, on peut faire beaucoup de choses avec, notamment des attentats, etc. Donc il m'avait expliqué à l'époque, dans les années 90, sa mésaventure, à titre personnel. Et donc là, j'avais voulu revenir un peu sur son parcours, où il m'explique, alors j'en parle pas trop dans l'ouvrage, mais quand il a été incarcéré, il a rencontré les jeunes certains jeunes de Roubaix et de Lyon, qui étaient, selon lui, très radicalisés et très violents, notamment des convertis à l'époque. Et lui-même, pourtant c'est quelqu'un qui, je pense, à mon sens, qui n'a jamais raté une prière à l'heure, s'est fait traiter même de mécréant par certains jeunes radicaux à la prison de la Santé. Donc, c'est peut-être des choses que je garderai pour la suite. Et il a aussi beaucoup voyagé. Alors il avait des bourses d'études et parfois il a été dans les pays du Golfe, en Syrie, en Égypte. Et le juge Brugger, enfin c'était plutôt le juge Picard qui s'occupait de son dossier, parce qu'apparemment il m'expliquait que Brugger lui était hyper médiatique et pas très sur le terrain, contrairement à ce qu'il essaye parfois de faire croire. Et du coup, bon, il ne comprenait pas pourquoi, avec quel financement il pouvait aller dans les pays étrangers, alors qu'il vivait chez ses parents et bénéficiait d'une bourse assez substantielle pour pouvoir se déplacer. Ce jeune, donc, à l'époque, il décide de faire l'Hijra dans les années 90. Donc il a pas mal voyagé dans les pays du Golfe, mais il se rend compte que c'est quand même très difficile d'être à la fois en tant que Français, et puis même dans les pays du Golfe, on lui demande, oui, mais ton origine c'est quoi? Donc il se renvoie, enfin ça lui rappelle un peu les contrôles de police en France. On lui demandait toujours son identité d'origine, et même dans les pays du Golfe, voire même dans les pays du Maghreb, la question, enfin on lui reposait exactement la même question. Oui, mais vous n'êtes pas français en réalité, etc. Face même à des douaniers maghrébins ou des pays du Golfe. Donc il revient en France. Alors suite à son incarcération, il peut pas travailler. Je crois qu'il peut toujours pas travailler. Donc il a travaillé au Black dans des sociétés de déménagement. Et puis là, il a réussi parce qu'il a épousé une famille, française issue de l'immigration algérienne, mais qui a hérité d'un bel hôtel particulier. Donc il arrive à peu près à se débrouiller avec ça et d'être, je dirais, un peu rentier et de pouvoir vivre un peu sa religion tranquillement. Et en ce moment, il est à cheval entre la France, l'Algérie et l'Égypte. Bon, même là, s'il est revenu d'Égypte, il m'explique qu'il se passe des choses assez intéressantes d'un point de vue géopolitique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce travail, hormis... alors, c'est un jeune qui a, suite aux attentats, été incarcéré et n'a pas bénéficié, j'allais dire, de la solidarité des autres salafistes. C'est-à-dire que je pense aussi... Alors, ce qui me semble très important, moi j'ai peut-être de par mon terrain, une vision un peu plus pessimiste peut-être que mes deux collègues, c'est que en réalité les musulmans pratiquants ont peur de l'État français, se sentent pas du tout en démocratie. Là par exemple, là sur mon terrain vendredi, parce que j'en profite justement après le vendredi pour faire un peu de terrain, et je sais plus quel c'est un quadragénaire barbu me disait de toute façon les prochains camps c'est pour nous. Donc il y a aussi cette peur réelle de pouvoir de répression. Et là la loi, Collomb qui parlait de la loi ce qui fait suite à l'état d'urgence, bon, ça monte en inquiétude. Et l'Hijra, ça peut être aussi une manière non pas seulement de fuir pour sa religion, c'est aussi une démotivation, mais c'est aussi peut-être fuir un pays qui devient de plus en plus répressif dans une certaine mesure. Certains jeunes me parlent, mais pas forcément comme acteurs, mais d'une guerre civile proche, en s'expliquant que nous on est très minoritaires en réalité, qu'on ne fera pas... Alors ça pose aussi la question, dans mes entretiens récents, c'est pas dans l'ouvrage, mais aussi du rôle de certains jeunes terroristes. En fait, pour qui roulent-ils vraiment? Est-ce que c'est pour l'islam? Est-ce qu'ils ne sont pas là non plus? Enfin, la présence des... je pense que Puchot en parle un petit peu, des services secrets sont aussi très présents sur ces questions de terrain. Et alors ce jeune en question, lui, donc c'est quelqu'un qui a quand même un potentiel intellectuel, qui a un bac+5. En prison, il a passé un diplôme d'ingénieur en informatique Microsoft en l'espace d'1 an. Donc c'est quand même, j'ai des collègues qui sont informaticiens qui me disent que c'est quand même pas évident à avoir au bout d'1 an. Donc c'est quelqu'un qui est assez intellectuel, qui est un grand lecteur de sciences humaines.
également, donc c'est assez intéressant. Alors il n'est pas typique de tous les musulmans, mais il vit un peu à part. C'est-à-dire que suite aux attentats de 95, il y a une pétition qui a circulé dans le quartier en question, et les 3-4 personnes qu'on signait, c'était des non-musulmans. C'était des blancs qui disaient je le connais bien, je sais que c'est quelqu'un de bien, etc. Et il y a eu pour le soutenir, pardon. Et effectivement, et la plupart des musulmans pratiquants, ou même des jeunes issus de l'immigration, se sont abstenus en se défaussant totalement. Donc il est revenu avec un regard un peu plus cynique sur la communauté en question, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui en réalité a une perception assez en retrait. Il est très en retrait. Même la mosquée de Gennevilliers lui a proposé de faire des cours de tawhid, etc. Donc c'est sur l'unicité. Et il s'en méfie en disant de toute façon il ne veut pas trop collaborer non plus avec la mosquée parce qu'il se méfie des personnages du président, etc., qui est quand même assez proche du préfet. Et donc il vit à l'écart. Donc c'est quelqu'un qui fait ses prières à l'heure, qui est toujours serviable, mais qui se mélange pas ni avec aucune association. Il préfère même aller dans la petite salle parce qu'il y a aussi la Jumu'ah là-bas, dans la mosquée des travailleurs immigré africain qui est plus discrète, où il fait ses prières et il rentre chez lui. Donc il est très éloigné à la fois de la grande mosquée de Gennevilliers. Il est très distant des institutions en général, où il y prête pas, où il voit même, alors il est un peu complotiste, c'est-à-dire que il est beaucoup complotiste, c'est-à-dire qu'il voit que dans beaucoup d'associations il y a du détournement d'argent, que de toute façon il y a toujours quelqu'un des services secrets qui est là. Alors parfois il y a parfois des musulmans qui cherchent eux à se regrouper, et lui il fait plutôt partie. Alors, on va dire que c'est vrai que beaucoup de salafis questistes sont un peu dans cette posture-là, mais lui, alors, avec son expérience, j'allais dire personnelle, du coup, lui, il vit vraiment, il est dans la communauté sans y être, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste un peu à part, qui a gardé des contacts même avec des amis d'enfance qui ne sont pas forcément musulmans, c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, et il a un regard assez... Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il a beaucoup étudié aussi en Arabie Saoudite, donc il connaît bien les courants religieux. Et là, par exemple, c'est que, par rapport aux attentats, lui, il m'explique que c'est pas forcément le salafisme qui est coupable de cette situation, mais il parle plutôt d'un courant qui s'appelle le takfirisme. Et il explique que il y a des ramifications qui remontent même au temps du prophète, où le prophète lui-même avait mis en garde contre ces gens perçus comme dangereux, etc. Donc c'est un personnage. Alors, dans ce chapitre d'ouvrage, j'ai essayé de restituer un petit peu sa perception des choses. Il est assez guénonien aussi, donc un rapport à la tradition. René Guénon, c'est un type dans les années 20 je crois qu'il est mort en Égypte, qui a été franc-maçon au départ, qui a fini converti, je crois, au soufisme, et qui a une perception où à l'époque il se dit attention, l'Occident va, dans les années 20, il a un regard assez intéressant d'ailleurs, où il dit que l'Occident va finir par détruire les autres cultures, etc. Donc il a aussi assez guénonien en disant finalement aujourd'hui on est, alors, il ne se fait pas non plus d'illusions sur le monde musulman en général. Il a un regard très critique aussi sur l'Algérie, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à la France, c'est-à-dire pour lui aussi l'Algérie, les dirigeants du pays en Algérie ont été placés par les Occidentaux plus ou moins. Alors l'Algérie c'est un peu différent parce qu'il y a le cas du FLN, mais il me dit en gros ça s'accommode assez bien, il y a du détournement de fric, pareil pour l'Arabie Saoudite, donc il est un peu partout et nulle part, même en Égypte il m'explique que la population elle est peut-être plus proche des salafis que des frères musulmans. D'ailleurs Morsi n'a pas eu un grand soutien non plus de la population en général, même si l'armée est venue par la suite, mais voilà, c'est quelqu'un qui, on dirait qu'il est, peut-être pour conclure, c'est quelqu'un qui attend son heure en se disant de toute façon j'essaye de terminer musulman dans ce monde un peu corrompu, et mon objectif c'est d'essayer de me protéger moi et ma famille de ces institutions-là. Il y a son fils qui fait les championnats de France de judo, et là son fils s'est aperçu qu'une fédération locale détourne pas mal d'argent, etc. Donc il y a tout et il dit à son fils tu t'en mêles pas, parce que de toute façon que ce soit dans telle fédération ou l'autre, c'est exactement la même chose. Donc un regard assez cynique, désabusé, alors qui le
qui caractérise une partie du mouvement salafi peut-être, mais lui qui, de par son expérience, se montre assez distant. Donc je continue un peu. Alors en ce moment j'ai un peu moins le temps parce que je serai sur un peu de la radicalisation, mais je garde contact et j'essaierai par la suite de retravailler un certain nombre d'éléments autour de cette personne que je trouve tout à fait intéressante. Et d'ailleurs je lui ai même offert un exemplaire du bouquin qu'il a lu avec intérêt. Alors il est, peut-être je dirais aussi, parce que c'est vrai que le monde musulman est un monde très 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 compliqué en réalité, parce que là même quand on regarde l'ouvrage de Puchot entre Al-Qaïda et Daesh, il y a aussi des luttes internes féroces. C'est-à-dire qu'en réalité, plus on s'immerge dans ce monde, moins on comprend les choses. À part si on a une formation, c'est ce que je dis d'ailleurs, à un moment une formation théologique peut-être solide, parce que c'est peut-être ça aussi qui peut aussi porter préjudice, c'est-à-dire que effectivement, il y a les djihadistes, entre guillemets, je ne sais pas, le mot djihadisme ne me convient pas du tout, même celui de radicalisation, mais pour aller vite, c'est-à-dire qu'il y a des courants religieux et certains suivent des chiites plus que d'autres, et le salafisme, il a aussi ces courants qui ne sont pas toujours, même si on ne fait pas la distinction, en lien avec les djihadistes en question. Et je pense que là-dessus, c'est peut-être aussi une des tâches des sciences humaines, c'est peut-être à l'avenir de jeter un coup d'œil aussi sur ces courants théologiques qui ont des impacts aussi politiques qui nous échappent à notre niveau, même si je pense que là, en tout cas, cet ouvrage me paraît tout à fait intéressant. Moi, j'ai trouvé l'introduction que vous aviez fait avec Franck et Julien très intéressant, parce qu'elle balaye l'ensemble des enjeux, et je pense qu'il y a quand même une perception plus, même si ça ne transparaît pas là dans ton oral, mais c'est un peu plus pessimiste aussi, je pense, parce que les capacités d'organisation, je pense à un moment, je ne sais plus si vous parlez du pire, puis là, le pire est sur la sellette, les frères musulmans, et je pense que c'est très pessimiste à mon sens. Alors je ne vais pas rejoindre mon terrain, le jeune, enfin maintenant c'est un quadragénaire comme moi, mais effectivement, je pense qu'il y a des difficultés quand on s'engage aussi dans ces carrières militantes. En fait, on fait pas du tout carrière ailleurs. Je pense que ça, c'est un gros problème. Bon, je pense que l'enjeu se trouve là. Puis je trouve qu'il y a le bouquin de Gesser qui peut compléter par en haut aussi, où lui justement il a rencontré les acteurs d'en haut avec Maranju, qui est également très intéressant. Je pense que là on a un panel. Tu viens à Roubaix à la fin du mois là. Ils viennent, oui, j'ai vu. Oui, mais il vient débattre avec toi, je crois. C'est Maranju que je connais bien, Homero. Et je trouvais que c'était pas mal. Et ça répond effectivement au camp d'en face qui est peut-être beaucoup, j'allais dire, mieux loti d'un point de vue médiatique. Le camp d'en face, c'est-à-dire c'est le camp Forest. J'arrive plus à les prononcer. Bouvet. D'accord. Moi, j'en connais un, j'ai bossé avec lui. À l'époque, j'avais pas trop le choix, mais il est beaucoup moins connu. Boucher, Manuel Boucher. Oh là là. Oui. Non, mais on a une histoire assez particulière. Lui, il est plutôt. En fait, lui, je pense qu'il n'est pas fondamentalement islamophobe, c'est qu'il est anticlérical. Mais non, anticlérical primaire. Et là, comme c'est l'islam qui est mis en avant, du coup, il est devenu islamophobe par circonstance. Mais c'est aussi, je crois qu'il sort un bouquin là-dessus. Ça va être assez intéressant. Mais voilà, donc effectivement, la question aujourd'hui. Je pense de l'islam, pour moi, ça devient une question cruciale. Je pense que peut-être que les pères fondateurs de la sociologie, Durkheim, Weber, etc., peut-être repenseraient aussi la cohésion sociale à travers justement la religion musulmane aujourd'hui, qui me semble centrale. En particulier, il y a d'autres problèmes centraux, mais je pense que c'est celui qu'on met aussi en avant, mais qui peut avoir à moyen terme peut-être des répercussions, je pense, notable pour l'avenir de la société française, peut-être même au-delà, mais je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé cet ouvrage que j'ai parcouru en long en large assez intéressant et d'un point de vue empirique, en tout cas assez enrichissant sur ce qui se joue tu le vends bien actuellement. Je le vends bien, non, mais j'ai trouvé moi, parce que ici, il faut aussi partir de l'idée que au départ, ça devait être une revue, ça devait être dans Politics. Et là, je pense qu'il y a, moi, j'ai eu un point de friction, je ne sais plus avec qui. J'avais trouvé un peu la revue. À mon sens, ça s'est peut-être un peu débiné sur.
d'autres sujets importants. Peut-être qu'on va en rester là pour pouvoir ouvrir la discussion avec vous. Juste peut-être un dernier mot pour boucler la boucle sur un truc que j'ai pas complètement abordé en intro, sur l'économie générale de l'ouvrage. Et notamment sur l'intervention d'Éric. En fait, ça nous semblait important d'avoir dans le bouquin aussi un chapitre qui aborde la question du salafisme. En fait. Vu que c'est un des trucs sur lesquels on insiste, une des ambitions en tout cas du livre, c'était de montrer l'hétérogénéité et on n'arrête pas de répéter que la communauté musulmane n'existe pas, etc. Et que aussi bien socialement, classe sociale, que théologiquement, etc. Il y a plein de façons d'être musulman. Et ça nous semblait important, justement, pour pas non plus être les naïfs, un peu trop optimistes, qui avancerait qu'il y a de l'engagement et de la mobilisation partout, de souligner quand même qu'un des courants importants aujourd'hui dans les quartiers populaires de l'islam, c'est aussi le salafisme, qui prône quand même, quand bien même il est lui-même divisé, il y a plusieurs façons d'être salafi, je pense, plutôt un retrait quand même de l'espace public et un investissement civique minimal, c'est ce que tu appelais le quiétisme tout à l'heure, et donc ça nous semblait important de placer ça aussi dans le panorama global qui était dressé par le bouquin, qui est probablement pas exhaustif pour autant. Alors après, ton cas n'est pas forcément nécessairement représentatif en tant que tel. Qu'est-ce que serait un salafi ordinaire, c'est compliqué, là le tien est peut-être particulièrement isolé, mais il y a un élément c'est vrai, qui est intéressant et que tu as bien rappelé à l'instant, mais c'est que d'un côté c'est un mec qui est très politisé, en fait, qui dit des trucs, etc. Et en même temps pas du tout engagé. Quoi. Il y a quand même une sorte de tension qui est intéressante et donc tu retraces ça assez finement de par cette trajectoire de vie retracée sur de nombreuses années. Je me tais et à vous la parole si vous avez des questions, des réactions, discutons. Si je peux juste rebondir très rapidement sur vos deux interventions. Justement, le quiétisme est un phénomène bien plus large, à mon avis, que le salafisme. Et voilà. Donc, les formes de retrait du politique de la part des acteurs musulmans, y compris quand ils sont politiques. Alors, j'ai envie de dire quand même, chez les salafistes, souvent, ils sont plus politisés, en fait, que la majorité des musulmans quiétistes. Ils sont plus politisés, mais sur le mode du rejet, là, même pas du retrait. Mais sinon, vraiment, la forme majoritaire de religiosité et donc de ce que j'appelle politicité, c'est une forme de retrait du politique, mais où aussi il s'agit finalement de construire, de faire quand même, faire collectif, faire communauté, mais pour exister aussi, malgré tout. Hein. Et donc, il y a les moments comme ça où justement, à l'aide quand même de quelques acteurs qui font en sorte de se mobiliser, etc. Ce qui s'est passé là à Villeneuve-Saint-Georges, c'est quand même très très significatif parce que, attention, ce que j'ai pas dit, c'est que les acteurs le reconnaissent, les acteurs publics reconnaissent que c'est grâce aux religieux, aux musulmans en particulier, qu'ils ont pu gagner la mairie à ce moment-là. Ils le reconnaissent, ils le savent, ils le reconnaissent. Donc, ce qui est quand même, voilà. Mais là, c'est bien parce qu'il y a eu quand même plusieurs collectifs musulmans organisés, y compris ceux qui ne sont pas politisés, etc., mais qui ont quand même des relations avec la mairie. Pas engagés en tout cas, pas mobilisés. Voilà. Merci pour vos interventions, c'était très enrichissant. Au vu de ce que vous dites, c'est normal que moi je suis musulman pratiquant, voilà, quand même, je l'assume. Au vu de ce que vous dites, c'est sûr que les mosquées ne peuvent pas s'investir. Pour une grande partie, on remonte jusqu'à Jox, ensuite on va à Chevènement, ensuite voilà. Il y a une institutionnalisation donc, de l'islam par les politiques. CFCM, Sarkozy donc, a mis des coups de pression sur certaines fédérations, d'autres ont reçu de l'argent, bon, tout ça vous avez des informations en interne et tout. Et la plupart des présidents de mosquées en général sont choisis par les préfets, ou sinon c'est des comment on appelle ça, c'est des pressions qui sont faites indirectement ou directement. La plupart des présidents sont des personnes qui ont des cartes de résidence, souvent donc pas des Français, donc des Français d'origine maghrébine ou peu importe, à partir du moment où ils sont musulmans. Et donc souvent les présidents sont choisis, ou même des présidents qui ont été choisis donc, par l'Assemblée donc des musulmans, et souvent ils sont destitués. Une assemblée générale qui s'est faite en catimini, des pressions du préfet, etc. Donc, je pense que les mosquées, j'ai été à un moment donné responsable, mais moi je ne suis pas resté très longtemps dans une mosquée en tant que responsable, c'est complexe. Même de par les différentes lectures des textes que peuvent avoir donc, les musulmans
quand je dis différentes lectures, les gens du Tablir, qui pour moi, eux, ont une lecture quiétiste, hein, c'est plus un terme par rapport aux gens du Tablir, que les salafis, les gens qui se reconnaissent donc dans le salafisme, c'est une lecture très littéraliste, qui est une lecture de l'islam, à partir du moment où, c'est une lecture de l'islam à partir du moment où cette lecture, elle reste individuelle. Si moi, par exemple, je me considère dans cette lecture littéraliste, j'ai le droit d'être rigoriste, comme cette lecture existe donc dans le judaïsme, comme elle existe dans le christianisme. Mais une lecture littéraliste pour tout le monde, c'est une lecture de l'islam qui peut être individuelle, mais qui ne peut pas être universelle dans le message de ce qu'est l'islam. Donc voilà, c'est juste. Et la plupart donc des engagements citoyens qui ont été faits, ça a été le CMF, Collectif des musulmans de France. Moi, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui. Je parle de celui jusqu'à peu près 2002. Après, je préfère en parler, c'est mieux. Beaucoup de choses ont démarré de Lyon, donc avec l'UJM, où ils ont fait un travail, voilà. Je pense que vous avez parlé de Roubaix, donc à l'Irani, que je connais depuis 20 ans, qui a fait un travail, voilà. Tout est venu à chaque fois de mouvements et d'associations, on va dire, entre guillemets, laïques, organisés par des Français d'origine de confession musulmane, même si à chaque fois, le livre, je ne l'ai pas lu, mais c'est pour ça m'a paru intéressant. Mais c'est vrai que quand l'abbé Pierre donc, se mobilisait, on ne disait pas, voilà, c'est un chrétien qui se mobilise, à chaque fois le mot musulman. C'est des citoyens qui se mobilisent contre des injustices, comme tu as pu dire par rapport aux trucs végétariens. Mais c'est vrai que la lecture, on va dire, la communauté musulmane, voilà, il faut savoir être critique et puis prendre de la distance par rapport aux choses. La lecture, on va dire, des musulmans, il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire, normalement, il y a une lecture qui est universaliste. Mais ensuite, différentes personnes font différentes interprétations des textes. Par exemple, il y a des gens qui disent, voilà, comme tu as dit, il faut immigrer, nous ne sommes plus du tout dans... Voilà. Eh bien, j'ai des arguments qui vont contre. Au Maroc, par exemple, à l'époque de... J'ai pas trop de mots, je vais m'arrêter. Par rapport à Abdel Salem Yassine, qui était un mouvement donc, spirituel, qui a fait une lettre contre le roi, mais c'était vraiment spirituel, à aucun moment il voulait prendre les armes ou quoi, et ben on les a arrêtés à la prière du Fajr. Voilà, enfin différentes choses. Il y a différents mouvements qui essayent de se faire, mais voilà, à l'extérieur des mosquées. Et même dans les différentes associations ou mouvements, il y a une certaine vision des choses, il y a une certaine vision universelle des choses. Par exemple, j'ai regardé juste comme ça, c'est vraiment pas polémique ou je vous cherche pas, hein. C'est pas taquin. J'ai regardé un petit peu dans les recherches que vous avez faites, en regardant un petit peu la liste, à aucun moment, après c'est pas une critique, hein, j'ai vu que vous avez pris, après j'ai peut-être mal regardé, hein, des écrits ou ce qu'a pu dire ou écrit par exemple Tariq Ramadan. Je me suis trompé, peut-être j'ai pas vu, hein. J'ai regardé peut-être R dans la lettre. Il a fait... Non, il n'est pas dans la biblio à la fin, non. Pour moi, il a fait quand même, il a fait un travail assez intéressant. Je vais m'arrêter là. Bien qu'il y a beaucoup de dissidences, même avec des personnes qui ont une vision très universelle des choses dans le travail associatif à faire, sur la vision, même en ayant une vision très universelle, ben voilà. Il y a... On n'est pas forcément obligé de réagir tout de suite, allez-y. Moi, je suis... d'abord, merci beaucoup. Je suis journaliste en formation, donc j'ai des questions sur les médias. Et c'est peut-être une question naïve, mais qu'est-ce que ça fait le traitement médiatique, l'utilisation du terme la communauté musulmane? Qu'est-ce que ça fait sur le terrain? Quelle réaction est-ce que ça entraîne? Et comment est-ce qu'on traite la communauté musulmane sans utiliser la phrase la communauté musulmane? Donc quel rôle est-ce que les médias peuvent avoir un rôle positif? Parce que moi, comme étranger, je vois dans les médias françaises beaucoup de négativité envers les musulmans. Surtout, on ne va peut-être pas parler des actualités, mais avec l'affaire Tariq Ramadan, avec toutes les réactions, on a l'impression que c'est un vrai choc de civilisation entre l'islam et la France. Et je veux qu'il y ait une réponse, qu'il y ait des possibilités que les médias peuvent faire quelque chose de positif, mais peut-être pas, je ne sais pas. Je souris, hein, c'est juste utopique, mais je souris. Je peux répondre, hein. Oui. Alors, je ne suis pas sûr que le terme, l'expression communauté musulmane soit une expression qui n'est
qui sent le soufre du point de vue médiatique. C'est plutôt du côté des acteurs musulmans qui a un côté un peu homogénéisant, si tu veux. Tout à fait. Mais c'est y compris même des acteurs politiques. Les acteurs politiques ou médiatiques emploient assez facilement le terme de communauté musulmane. Et d'ailleurs, on présuppose ainsi que la communauté musulmane est format tout organique, alors que évidemment c'est absolument pas le cas sur le terrain. Alors là, parce qu'il y a non seulement des tas de mosquées différentes qui se créent pour des tas de raisons à la fois théologiques, pratiques, politiques, mais aussi sur tout ce qui est les enjeux liés aux origines. Hein, ça joue encore quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, donc on dit, nous, d'un point de vue effectivement sociologique, ça devient presque une formule presque creuse aussi de notre côté. La communauté musulmane n'existe pas. Alors, parce que malgré tout, en fait, les musulmans, justement, ils essayent de faire communauté. Quand ils créent une mosquée, quand ils créent une association, ils essayent de faire communauté. Hein, voilà, donc ça c'est quand même, bon, ça supposerait de rentrer dans des considérations sur la communauté, peut-être un peu trop. Voilà, mais je crois que par contre, le problème c'est celui du communautarisme. C'est ça le problème. C'est ce terme-là qui pose problème. Voilà. Non, mais peut-être que la différence, c'est de construire la communauté versus construire une communauté. Ouais. C'est là, je reprends en fait ce que c'est Chantal Mouffe qui a écrit Construire un peuple, par exemple, qui est toute une réflexion sur le populisme de gauche. Et tout son truc, c'est de dire, il faut pas. Le but, ce n'est pas de construire le peuple, parce que ce serait au fond un peu homogénéisant, etc. Mais c'est de construire un peuple, et il y en a peut-être d'autres. Donc c'est un projet politique. Et bon, bref. Et donc le choix, je pense, des qualificatifs de ce point de vue-là est important. En fait, alors on a essayé de faire attention à ça dans le bouquin. Et moi, je pense qu'il est possible d'utiliser d'autres, pour répondre à votre question directement, que communauté musulmane. Vous pouvez parler, par exemple, des musulmans, en fait, ou certains musulmans. Et donc, c'est le côté homogénéisant qui peut être, à mon avis, un peu problématique. Et donc, dire des plutôt que les musulmans, etc. Parce que ça a des conséquences. C'était une partie de votre question. Quels effets ça a? C'est que la défiance à l'égard du monde médiatique. Alors là, moi, je vais aller au-delà des musulmans que j'ai pu rencontrer, mais une bonne partie des habitants des quartiers populaires, parce que la stigmatisation par les médias ne touche pas que les questions de l'islam, hein, c'est stigmatisation aussi en direction des quartiers, est hyper forte, et donc ça a des effets quand même, je vous renvoie au chapitre d'Éric aussi sur la question du complotisme, etc. Si d'un côté on ne se nourrit plus du tout aux médias traditionnels auxquels on accorde un crédit très limité, et que l'on ne se nourrit que par des réseaux sociaux et des effets aussi de boucle où on n'est plus nourri que par la circulation circulaire de l'information dans des espaces qui partagent les mêmes points de vue, etc. Bon, c'est quand même problématique. Et donc c'est quand même la confiance dans l'information qui est en jeu derrière. Donc ça a des effets quand même très, très concrets. Et donc le niveau de confiance dans les médias est dramatique, quoi. Donc j'ai des journalistes qui me contactent et qui me disent j'aimerais bien aller rencontrer des habitants avec toi à Roubaix. C'est très compliqué en fait, parce que les gens ne veulent juste plus rencontrer de journalistes au regard de ce qui est fait bien souvent de leurs paroles, du traitement, quasi la totalité, etc. Comment c'est pratiquement que ça, hein. Ils reprennent. Donc voilà, et juste peut-être pour rebondir aussi sur la question que vous soulevez, parce que c'est une vraie question en fait qu'on essaye d'aborder dans l'intro sur quelle catégorie utiliser. Et est-ce que le fait d'utiliser le terme de mobilisation, engagement musulman, alors on a choisi le pluriel, mais n'est déjà pas une forme d'assignation à résidence? Voilà, et donc on essaie de discuter un peu cette question-là, et est-ce qu'on ne vient pas au fond redoubler l'assignation à l'identité musulmane en s'intéressant à cette question-là, rien qu'en braquant le projecteur, etc. C'est une vraie question. Néanmoins, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'était de montrer les musulmans pas forcément, alors pour le dire un peu caricaturalement, pas comme des victimes, mais comme des acteurs, en fait. Et comment les gens réagissent face aux formes de stigmatisation qu'ils subissent. Et donc, ça nous semble quand même important, du point de vue des sciences sociales, de rendre compte de cette réalité-là. Et alors après, sur l'usage des catégories, faut-il ou pas utiliser cette catégorie de musulmans? Bon, c'est compliqué parce que du coup, on traite quand même d'acteurs hétérogènes, différents, mais un certain nombre des acteurs qu'on
qu'on évoque, qu'on utilise dans le bouquin, c'est des gens qui se revendiquent comme musulmans. Le CMF, le collectif des musulmans de France, les jeunes musulmans de France, etc. Un certain nombre de collectifs, d'organisations, d'associations se revendiquent directement comme musulmanes. Alors après, il y a aussi toutes les organisations qui, elles, ne se revendiquent pas comme musulmanes, mais se mobilisent pour les musulmans. Alors ça va être des organisations par exemple qui luttent contre l'islamophobie et qui d'ailleurs regroupent en leur sein potentiellement des gens qui ne sont pas musulmans. Des acteurs comme le collectif contre l'islamophobie en France, le collectif contre le racisme et l'islamophobie à Lyon avec Abdel Chambi. Même une association comme l'ALAB par exemple aujourd'hui qui se veut comme promouvant une forme, je veux dire très vite, de féminisme islamique, là pour le coup compte assez largement aussi de non-musulmanes en son sein. Donc effectivement, on était un peu pris dans cette contradiction dans le bouquin, d'un côté vouloir montrer la diversité des façons de s'investir au nom de l'islam ou dans le prolongement de sa foi. Il y a quand même cette question-là, comment la foi peut être une ressource d'engagement politique, parce que ce que montrait bien Alex dans son chapitre, dans son intervention tout à l'heure, c'est que au départ on s'engage pour des raisons qui sont simplement de faire vivre sa mosquée, etc. et ça peut déboucher sur autre chose. Voilà, on va se retrouver du coup à se présenter à des élections, on peut se retrouver militant politique, et c'est comment l'engagement religieux peut être un tremplin vers d'autres choses, et vers des engagements sur la justice sociale, un engagement plus politique, etc. Et donc voilà, comment on fait pour tenir la diversité et en même temps ne pas assigner à résidence. Bon, c'est compliqué, on a essayé de tenir un peu ces deux trucs-là et c'est pas forcément évident. Et juste un dernier mot. Alors, Tariq Ramadan ne figure pas dans le. Non, c'est juste. Alors après, bon, c'est une œuvre collective et donc il n'y a pas. Mais en même temps, on peut presque nous faire le reproche inverse qu'un certain nombre des associations qui sont évoquées dans le bouquin s'inscrivent, pour le dire rapidement, dans une proximité avec Tariq Ramadan. Alors par exemple les assos qui sont étudiés par Nathalie Fuchs, certaines qui sont étudiées donc pour le coup qui a bossé sur le Val-Fouré, certaines qui sont étudiées par Étienne Pingot. Moi je suis quand même beaucoup nourri par ce que j'ai vu à Roubaix, pour le coup Rencontre et Dialogue, voilà, c'est des gens qui sont dans cette tendance-là. Donc on pourrait nous faire le reproche aussi d'avoir trop braqué le projecteur, non pas, et c'est ce que j'ai dit un peu au début, nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément, et Ramadan a quand même beaucoup fait ce truc-là, l'aspect plus théologique ou spirituel, que les pratiques des acteurs qui éventuellement vont se nourrir de la pensée de Ramadan pour agir concrètement dans les quartiers. Alors, juste pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Alexandre Pietre et ce que tu as dit, par exemple, on prend l'exemple par exemple du mot communauté. Quand des acteurs associatifs donc créent une association et bougent donc sur le plan des discriminations, on est sur un terrain politique et social. C'est pas une communauté de foi. Et la communauté musulmane, avant toute chose, si on parle vraiment de communauté musulmane, c'est une communauté de foi. Elle est beaucoup plus spirituelle qu'autre chose. Et à la base, et ce n'est pas au nom du religieux qu'une très grande partie, on va dire, des musulmans donc s'engagent d'un point de vue politique ou quoi. C'est au nom, on va dire, de discrimination. On est sur un terrain politique et social. Le CMF, donc à la base, quand il a commencé, certes, d'un côté, donc il y avait un travail qui était spirituel d'un côté, mais la plupart, si tu regardes dans le passé, la plupart du travail qu'ils ont fait, c'était le Forum social européen, c'était sur les discriminations, c'était sur l'égalité, donc c'était sur l'égalité du salaire homme-femme, sur l'instrumentalisation des médias, des politiques. Enfin, c'était plus sur des thématiques, on va dire, de discrimination et tout. Et à aucun moment on mettait en avant le fait qu'on était musulman. On s'implique avec différents partenaires. Voilà, c'était plus ça qu'autre chose. Pour moi, c'était important de... Alors, juste un point là-dessus. Il me semble que, de ce point de vue-là, les engagements musulmans, alors, malgré, si on met à part le contexte plutôt répressif et disqualifiant qu'implique le fait de revendiquer, de s'engager en tant que musulman, mais en fait, les engagements catholiques, par exemple, sont du même ordre. Hein. Ils s'engagent, ils ne mettent pas forcément leur drapeau catholique, en quelque sorte, en devant. Mais ils s'engagent, ça vient, la ressource, à l'origine, est celle de leur foi, mais les causes qui le portent ne sont pas liées en tant que telles au catholicisme. Et donc c'est quand même du même ordre, fondamentalement. Je crois que toi que je connais un petit peu, même si on ne s'est pas vu depuis maintenant presque 10 ans, je te connais et je sais que c'est bien ta foi qui est la ressource majeure de ton engagement.
Mais c'est pas quelque chose que tu mets par ailleurs en avant en tant que pas tel. du tout en avant parce qu'on est sur un terrain politique. Social, Voilà, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Après, moi, je ne me suis peut-être pas exprimé très clairement, mais ce que je disais en termes de revendications. C'est-à-dire que pour moi, les revendications sont effectivement politiques et notamment autour de ce prisme de l'égalité. Néanmoins, moi, ce que je veux quand même beaucoup en entretien, c'est des gens, pour le dire très concrètement, des gens qui me disent être un bon musulman, c'est être un citoyen engagé, en fait. Et donc, voilà. Et comme moi, moi, je fais aussi des entretiens avec des catholiques engagés, par exemple, qui me disent, au fond, être un bon catho, c'est être aussi un citoyen engagé, m'investir pour faire le bien autour de moi, etc. Et c'est comme ça que je mettrai mes pas dans ceux de Jésus. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a une continuité entre façon de vivre sa religiosité et engagement politique ou civique, citoyen, etc. Quand bien même, moi j'en suis bien d'accord, les causes qui sont portées ne sont pas premièrement d'abord religieuses. Ouais. Et c'est ce qu'on a voulu finalement souligner dans l'ouvrage. C'est exactement ces deux dimensions. Ils s'engagent bien effectivement en tant que musulmans, mais ce qu'ils portent, ce n'est pas des revendications spécifiquement liées à l'islam. Oui, mais moi je suis venue avec mon cœur et je suis très heureuse de ce que j'ai entendu. Et avec mon cœur, c'est-à-dire que l'exclusion, la reconnaissance, la communauté, hein, les communautés qui participent à la communauté, toujours à venir. Voilà, tout ça, ce sont ces élans-là qui m'ont mené à cette rencontre et je suis très heureuse de tout ce que j'ai entendu. Et je salue l'intention de votre livre qui me donne envie d'aller réfléchir à ce qui résonne dans mon cœur, quoi. Parce qu'elle me paraît juste, votre intention. Si j'ai bien entendu, avec mon cœur, vous donnez un large horizon de la complexité de notre société. Voilà ce que j'avais dit. On a essayé, en tout cas, c'est gentil. Une question, si elle n'est pas indiscrète, vous avez eu beaucoup de problèmes lorsque vous avez commencé à faire ce livre. Vous avez rencontré beaucoup par rapport aux institutions. Ah oui, c'est intéressant. Vas-y, parce qu'en fait, il a commencé à en parler tout à l'heure, Eric. Ça devait être à l'origine publié donc dans une revue scientifique prestigieuse de sciences politiques. Et cas très rare, donc ils avaient accepté difficilement. C'est une maison d'édition, hein, c'est ça? Non, une revue scientifique. Donc, il y a une maison d'édition qui ressemble à ça, c'est pour ça. Une revue scientifique, c'est c'est mieux de publier dans une revue que dans un ouvrage collectif. Hein. Et pour CV, quoi. Pour le CV, c'est mieux. Ouais. Et puis en même temps, en termes de reconnaissance aussi auprès de l'ensemble de la communauté des chercheurs, ce qui est très important. Et donc là, ils avaient accepté le principe de cette publication. Et puis ensuite, en fait, ils sont revenus en quelque sorte sur leur engagement en retoquant tous nos articles, sauf un. C'est vrai qu'il y avait quand même une sorte de... Après, il y a une sorte de combat à l'intérieur de la communauté scientifique pour imposer cet objet comme légitime, en fait. Voilà. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est refroidir un peu l'objet et dire que voilà, on peut en traiter. Et nous, le parti pris, c'est de dire on va utiliser un peu aussi la sociologie des mouvements sociaux, la sociologie de l'action collective pour traiter de cet objet-là comme d'un autre. Et on a quand même eu le sentiment que la façon dont... Parce qu'en fait, quand on propose un numéro spécial à une revue scientifique, ils doivent donner leur aval et sur la qualité scientifique de ce qu'il leur a proposé. Et on a eu le sentiment qu'il y avait des considérations qui n'étaient pas que scientifiques qui ont prévalu peut-être dans le choix et que le sujet était peut-être trop controversé, etc. Voilà, c'est pas dramatique non plus, mais c'est un enjeu de lutte, y compris au sein de la communauté scientifique. Un exemple très, très concret, c'est qu'il y a 2 mois, à peine, une conférence devait se tenir sur l'islamophobie à l'Université Lyon 2 et a été annulée par la présidente de l'université qui, il y a différentes versions, mais il y a eu d'un côté des menaces, des pressions de la part de l'extrême droite, de la droite identitaire, mais qui ont été aussi reprises par une certaine gauche laïcarde, comme le printemps républicain, etc. Ensuite, la présidente de l'université a justifié l'annulation en disant que
c'était pas qu'uniquement un colloque universitaire, il y avait aussi des militants qui intervenaient à des tables rondes, etc. Et donc il y avait un mélange entre de l'universitaire et du militant. Et donc ils ont annulé le truc. Et donc c'est alors, ce qui a fait quand même un tollé, hein, il faut le dire. Et donc bon, c'est un enjeu de combat. Et voilà. Et donc les réactions, notamment au sein de la communauté universitaire, c'était de dire, au fond, de se battre pour la liberté d'expression et la liberté scientifique, qu'on puisse, voilà. Et derrière, un autre objet de lutte de ce point de vue-là, c'est est-ce qu'il faut faire de la recherche dans sa tour d'ivoire, entre scientifiques, etc., ou est-ce qu'il peut être légitime dans un colloque comme celui-là, aussi d'inviter des militants qui vont venir témoigner, réagir, etc. Moi, je pense, et je pense que je ne suis pas le seul et que c'est partagé, mais que ça peut être intéressant à un moment aussi que les sociologues, les sciences sociales ne restent pas dans leur tour d'ivoire et puissent à un moment échanger. C'est bien qu'il y ait des moments peut-être plus spécialisés, mais si on fait des sciences sociales, c'est qu'à un moment, ça puisse servir aussi aux gens, quoi. Et donc, et c'est aussi l'intérêt de faire des bouquins et pas que des articles scientifiques, etc., pour que ça vienne nourrir le débat dans l'espace public, quoi. Bref, ça reste effectivement compliqué. Sur le bouquin en particulier, pas spécifiquement. On a organisé une petite journée d'études à Lille. On avait un peu peur, pour être tout à fait honnête. Notamment, on faisait intervenir des militants avec lesquels moi je suis pas mal en contact sur l'île, donc Saïd Bouamama et le Front Uni de l'immigration et des quartiers populaires dans l'enceinte de la fac. On utilisait le mot islamophobie dans l'intitulé. La journée d'études s'appelait Résister à l'islamophobie. Bon, alors après ça a des effets en fait, il y a des effets d'autocensure, c'est-à-dire que moi j'ai fait assez peu de pub de peur que ça puisse susciter des mobilisations contraires en fait. Et donc ça a quand même des effets, c'est-à-dire que tout ce contexte dans lequel on évolue, à un moment on se dit est-ce que vaut mieux pas que on parle trop pour éviter que ce soit éventuellement annulé ou que ce soit le bordel. Donc je ne sais pas si tu veux réagir sur ce contexte-là. Moi je suis au CA de l'ACES. Donc l'association des sociologues de l'enseignement supérieur. On a Lila Belkacem qui est venue, je crois que c'était fin septembre au CA, nous parler justement, ils ont monté aussi une journée sur l'islamophobie à Créteil. Elle s'est tenue finalement, mais ça a été très très chaud. Ils n'employaient pas le terme islamophobie dans le titre, c'était intersectionnel. En plus, ouais. Mais ils ont invité, je crois, une... comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est Karima Nini, une membre des indigènes de la République. Une membre proche en tout cas. Et ce que m'expliquait Lila, c'est qu'aujourd'hui, alors ils ont réussi à tenir bon, mais il y a eu des pressions jusqu'au directeur de labo apparemment. Et elle me disait qu'aujourd'hui, elle est un peu sur la liste noire du... Parce qu'en fait, il y a aussi la rectrice, je crois, de Créteil, la rectrice, qui est extérieure au monde universitaire, qui a pris positionnement, etc. On m'a dit, je suis un peu sur la liste noire maintenant. Elle nous a présenté ça, je crois que c'était fin septembre au CA, et effectivement, ça. Et là, il y a un colloque, moi j'y participe, c'est dans 10 jours, j'interviens le samedi, je crois, il y a Marwan Mohamed le jeudi, vendredi. C'est sur la liberté des chercheurs à pouvoir travailler sur les objets qui nous intéressent. Et effectivement, contrairement aux avocats et aux journalistes, nous, on n'est pas... Moi, je fais du terrain en mosquée, il y a un barbu que je connais bien qui me dit « mais tu vas pas avoir des problèmes pour un moment ou un autre ». Et c'est vrai que c'est une question qui ça m'a un peu taraudé. Et effectivement, il y a, à la fois, je pense que ça pose la liberté de la recherche, la liberté aussi des chercheurs de travailler sur des sujets parfois sensibles. Et ça se tient, je crois, jeudi, vendredi, samedi à Paris 7, je crois. Ça peut être une coupure des fonds, par exemple. Déjà, les coupures des fonds, nous, en fait, maintenant, on fonctionne par projet pour avoir des fonds. Donc aujourd'hui, l'ANR, déjà, comme on est, je sais pas combien de projets pour décrocher combien de compétiteurs pour décrocher un projet. Donc effectivement, si le sujet est sensible, on ne nous donnera rien. Donc, moi, je participe très peu à des enquêtes collectives ces derniers temps. Je travaille dans mon coin, je travaille dans mon coin et je peux faire un peu ce que je veux, je ne sais pas, parce que parfois on ne peut pas publier n'importe où, mais effectivement, la question se pose. Et donc là, ça sera intéressant jeudi, vendredi, samedi. Moi, j'interviendrai plutôt sur la liberté du chercheur et effectivement... C'est ouvert au public ? Oui, je pense. Je dois recevoir le programme officiel dans la semaine prochaine.
Et bon, voilà, je pense qu'il y avait une tribune de Marwan Mohamed justement là-dessus, où lui, il a renoncé à travailler sur la radicalisation, parce qu'il prenait l'exemple d'un chercheur qui travaille sur le milieu corse, et apparemment, on lui a saisi, il y a une commission rogatoire, et on lui a saisi son ordinateur, etc. Et je crois qu'il a réussi à soutenir sa thèse de tête. Enfin, il y a eu une complaisance du jury aussi par rapport à cet événement, mais voilà, la question peut se poser. De plus en plus. Et moi-même, là, je réfléchis en me disant, bon, pour le moment, je fais un travail plus théorique sur cette question. Est-ce que je vais aller vraiment faire du terrain? C'est-à-dire que là, j'ai 2-3 personnes qui me disent, écoute, j'ai mon neveu qui est un petit peu perdu dans la religion, il se radicalise, machin, tu peux éventuellement faire un entretien, est-ce que tu veux que je te donne son numéro de téléphone? Et j'hésite, parce que je me dis, s'il est déjà sur écoute, ben c'est une question de fond. Et moi, j'ai un étudiant éducateur on pourrait t'accuser de spécialisé. complicité ou un truc comme ça? Bah, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, ça peut... Ouais, c'est ça, Alice Goffman, ouais, exactement. Une sociologue qui travaille sur les gangs aux États-Unis, et donc elle a eu des informations sur à la fois du trafic de drogue, voire des assassinats perpétrés par les gangs, et elle s'est fait attaquer au moment de la publication de son ouvrage pour complicité au fond. C'est-à-dire qu'elle avait accès à des informations qu'elle n'a pas révélées, voilà, pour préserver ses sources, et puis c'était la condition de la confiance aussi avec le terrain, ce qui permet, elle, d'avoir le regard de l'intérieur sur comment fonctionne le monde des gangs. Bon bah voilà, c'est jusqu'où va la préservation des sources, et comme tu le disais, c'est vrai que les journalistes sont relativement protégés de ce point de vue-là, les chercheurs, c'est beaucoup moins. D'ailleurs, c'est ce que c'était la revendication de Marwan Mohamed, de pouvoir avoir un statut protecteur, quelque chose comme ça, et pour le moment, bah, c'est pas le cas. Et moi, je pensais aussi à un article dans la revue Déviance qui remonte il y a une dizaine d'années, Rachid Boum, je ne vais pas dire son nom, mais en fait, c'est Laurent, il faisait sa thèse avec Laurent Mekeli, lui, il avait enquêté sur le trafic de drogue à Trappes, et en fait, il a publié l'article, il a juste mis son prénom Rachid. Et ça s'appelle Génération Scarface. Et du coup, Laurent Mekeli me disait, mais on ne peut pas vraiment mettre le nom machin, parce qu'on pourrait avoir des problèmes avec la revue, etc. Enfin, ça pose... donc, ça s'appelle, vous tapez sur Cairn, c'est Génération Scarface. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de Rachid dans la science sociale. Donc, bah, lui, il a arrêté, après, il n'a pas été au bout de sa thèse, il a quitté le milieu, mais effectivement, ça questionne, puisqu'on fait de la recherche, quoi, avant tout. Et, alors, parfois, on dit à certains sociologues, vous manquez de terrain, etc. Puis dès que, parfois, on peut faire du terrain, on s'auto-censure en disant, ouais, mais là, je ne sais pas où je mets les pieds. Effectivement, rencontrer. Alors, si on peut. Ceux qui ont rencontré les radicalisés aujourd'hui, c'est Crétier ou Khosrow-Cavard, mais c'est dans le cadre de la prison, où là, on a une autorisation judiciaire, etc. Mais rencontrer des radicalisés. Et effectivement, alors la question se pose aussi, si on entend qu'un attentat par ces jeunes, etc., qu'est-ce que nous on fait? Enfin, là, ça peut être dangereux aussi. Oui, c'est. C'est d'ailleurs tout à fait. C'est quelque chose par rapport à un jeune de. Tu avais commencé quelque chose, tu n'avais pas fini? Un jeune que tu suis dans le cadre de... Ah oui, donc pour le moment, je lui dis, j'essaierai de le voir plutôt de manière informelle, comme je connais son oncle, que je le rencontre. Donc j'ai fait un petit entretien de 20-25 minutes. Voilà, mais je ne lui ai pas laissé mon numéro de portable. Et c'est vrai que j'ai un étudiant éducateur spécialisé, il est en 2e année, et donc lui, suite aux attentats, il s'est fait fracter sa porte, parce que lui, justement, il suivait des jeunes radicalisés dans son association. Et bon, apparemment, il a pu reprendre ses cours. Enfin, je crois qu'il a 2 enfants en bas âge, ça a été assez traumatisant, enfin, pour lui. Pour faire le lien par rapport à ta... Il reste une dernière question après nous. D'accord, pas de souci. Pour faire le lien par rapport à ton travail, donc, ta spécialisation sur la démocratie locale, les conseils de quartier et tout, donc j'ai vu la vidéo que tu avais faite. Donc, pendant des années, sur la démocratie participative, les conseils de quartier et tout ça. Pendant des années, donc, j'ai participé pas dans les commissions, de l'extérieur. J'observais, et c'est vrai que c'est une instrumentalisation totale des politiques. Ils laissent des quartiers se laisser comme ça, après donc ils demandent de l'argent aux sous-préfectures, aux préfectures, et ensuite ils arrosent leurs associations et tout. Donc, c'était un élément parmi tant d'autres. Regarde, moi je trouve intéressante ta vidéo, et j'ai aussi... sur la démocratie participative, les conseils de quartier, tout ça. Je sais pas si c'était la même. J'évite de me regarder en fait.
Et c'est vrai qu'il y a aussi... Politique de la ville, tout ça. Il y a aussi des intimidations personnelles. Par exemple, des acteurs politiques qui, à un moment donné, habitent le HLM, donc le HLM dépend de la municipalité, donc du coup, tu vas aller chercher un logement ailleurs. Enfin, il y a plusieurs stratégies. Intimidation en direction de qui, tu veux dire? Envers certains militants. Ah oui, c'est-à-dire si tu milites, c'est très... Ton dossier, il est carrément... Et c'est... Non, mais c'est très intéressant. Moi, je connais des personnages aussi qui sont en rupture de banc avec la municipalité locale, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, mais c'est assez violent. Et là, on se dit, mais pas du tout dans un cadre démocratique, loin de là. Et ça aussi, alors, du coup, j'en parle avec Marion, parce que c'est vrai qu'on se voit. On est dans un labo qui travaille sur les vieux et les familles. Et juste avant qu'on parte, vu qu'il a dit une dernière question, à mon avis, ce qui fait le plus peur, c'est un élément parmi tant d'autres, ce qui fait le plus peur, on va dire aux différentes personnes, aux Forest, les autres, les politiques au plus haut, je pense qu'il y a deux éléments qui font le plus peur. La première chose, c'est que l'islam, on va dire, d'une vision universelle, fait très peur sur le plan de l'économie. Que tout un chacun doit être respecté, musulman, pas musulman, sur le terme d'injustice et tout ça. Et la deuxième chose, le système financier. Le système financier, de par la vision que peut avoir l'islam sur la vision du financier, de l'économie et tout ça. Donc voilà. Et le dernier élément, c'est que ça remet en cause ce qu'on parle des années 60, 70, et beaucoup restent sur le même schéma. Que la France, laisse qu'elle est, il ne faut pas qu'elle bouge, qu'elle reste sur ce... La France est devenue... Et quand tu parles du financier, tu parles du développement de la finance islamique, par exemple? Non, je ne parlais pas du tout ça. Non, que les principes, on va dire, liés donc à l'islam, sur le plan économique. Sur les intérêts, par exemple. Pas spécifiquement, ça remet complètement en cause l'usure et tout ça. D'accord, c'est ça, d'accord. Mais pas que ça. Je veux dire qu'il y aura une sorte de dimension anticapitaliste chevillée au corps de l'islam, en fait. Bon, après, il y a aussi un capitalisme, je pense, islamique. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était sympa de passer.